Vous est-il déjà arrivé de pleurer sans raison apparente, de ressentir une émotion si forte qu'elle vous submerge totalement, d'avoir l'impression que tout est trop? Tout d'un coup, ça vous fait comme une vague, un tsunami émotionnel. Vous vous demandez ce qui se passe et ça peut même être la panique. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on parle de l'hyperémotivité et de comment ne plus se laisser déborder par ses émotions et savoir quoi faire quand cette vague arrive. À tout de suite. Hypersensible haute couture. Le podcast pour les hypersensibles par une hypersensible. À ta mesure, sous toutes les coutures. À ta mesure, sous toutes les coutures. Bon, l'hyperémotivité, c'est ressentir les émotions avec une intensité plus forte que la moyenne. Tout le monde est sensible, j'entends souvent ça, on me dit, mais j'ai même une fois une amie qui m'a dit, mais l'hypersensibilité, ça n'existe pas, tout le monde est sensible. Oui, tout le monde peut ressentir les choses de manière forte même. L'hypersensibilité, c'est que ça arrive, et c'est pas que c'est fort, c'est que c'est trop. Trop par moment, trop parce qu'on est complètement submergé, ça nous paralyse, trop parce qu'on a un trou au ventre, trop parce que c'est décalé par rapport à ce que la moyenne des gens ressent dans la même situation. Par exemple, on fond en larmes juste parce que quelqu'un a fait une remarque ou parce qu'on ressent quelque chose. Moi, j'ai des trous au ventre des fois, rien qu'à penser à quelque chose qui pourrait arriver. Je suis émue, je pleure comme une madeleine devant les films romantiques ou quand c'est triste. Voilà, je suis presque à la place du personnage. L'hyperémotivité, c'est ça. Ce serait comme un seuil qui serait atteint que les autres, des sommets émotionnels que les autres n'atteignent pas. Alors pourquoi c'est un problème en fait? Souvent on le prend comme un problème parce que ça rend le quotidien pas simple en fait. Parce que cette histoire il y a comme une montagne russe émotionnelle en fait. Donc tout est déjà disproportionné. Ça prend des proportions énormes. Donc ça vient se nicher selon notre degré de sensibilité. Un ami qui répond pas de la même façon, qui tout d'un coup met un mot un peu différent. Moi, je sais que des fois, j'ai l'habitude avec les amis d'échanger, puis on se fait des smileys et tout. Je vais jusqu'à regarder les smileys. Selon comment ils sont, je peux être mal. Une critique peut devenir un vrai problème. Ça dépend le ton. On est sensible au ton, à l'intention de l'autre. Comme on ressent finalement à des degrés plus, on est presque à la place de l'autre quand il fait le truc. Et si on ne l'est pas, parce que des fois on peut être un peu... on est en hyper-émotivité, mais justement ça brouille un peu les signaux de l'autre, on surinterprète en fait, on a l'esprit qui vient tout de suite questionner le truc qui n'est pas comme d'habitude, voilà, et on part dans des moulinettes et des présuppositions qui vont entretenir ces émotions disproportionnées. Donc le problème, c'est que on est épuisé aussi, parce qu'aussi bien quand c'est en joie, c'est pareil. Les joies sont des liesses, c'est des vrais moments de voilà super. Mais comme on peut pas tenir non plus la joie pendant 3 plombes, d'abord on est presque surexcité pour les autres, puis après à un moment donné ça redescend, puis pour un peu que derrière il y ait une contrariété, ça descend très bas. Donc ce sont des montagnes russes. Moi, j'appelle ça le grand 8, en fait. Le grand 8, c'est comme sur les manèges, sauf que là, c'est avec l'émotionnel, c'est avec les ressentis dans le corps, et ça épuise. Ça épuise, et puis on a du mal à se mettre en pause par rapport à ça, parce que, comme je vous le disais, on est en rumination constante, donc ça s'entretient. Une émotion, elle est entretenue par une pensée. Plus tu penses de la même chose que tu es en train de penser, plus l'émotion se met. L'émotion, voilà, tu
tu penses que l'autre t'a mal parlé et que tout d'un coup il te considère plus, pof, tu arrives dans une tristesse qui te fait cogiter, et plus tu vas penser que tu as raison activement, plus tu vas ressentir la tristesse, donc plus tu vas te dire que tu as raison. C'est une espèce de cercle infernal qui fait que on fait plus fort et plus longtemps que les autres dans la même situation. Donc ça fait une surcharge en fait, qui épuise. Et puis ça met des difficultés à se concentrer. Moi ce matin j'ai eu une émotion forte, tout d'un coup j'ai été envahie, mais d'une émotion de tristesse presque. Et puis c'était entretenu par des pensées. Et j'étais en plein travail et je n'arrivais pas à me focaliser sur autre chose. Donc j'avais eu 2 mauvaises nouvelles et j'étais en boucle dessus et je n'arrivais pas à en sortir. Donc plus je pensais à ces mauvaises nouvelles, plus j'avais une émotion grandissante de tristesse. Alors j'ai réussi à m'en sortir. Je sors une vidéo là-dessus parce que j'ai fait du coup un sur le vif. Je me suis dit je vais marcher. Voilà, le mouvement est une bonne façon de couper ce cercle, en tout cas d'atténuer progressivement l'intensité. Et je viens t'expliquer dans cette vidéo globalement comment ça se passe, surtout dans les coulisses en fait. Pourquoi ça fait ça? Voilà, donc si ça t'intéresse, je vais la sortir. Je crois qu'au moment où le podcast sera sorti, je l'aurai déjà mise en ligne. Voilà, donc on a du mal on est en focus sur le souci. Du coup, on ne peut pas se concentrer pour autre chose. Et puis, l'émotion, là, le tsunami, peut venir aussi d'une surcharge sensorielle. C'est-à-dire que dès qu'il y a trop de bruit, dès qu'il y a trop de lumière, trop d'interaction, trop par rapport à ce qu'on est capable d'encaisser sans s'en rendre compte, finalement, eh bien, les émotions explosent. Donc du coup, ton environnement devient comme agressif. En fait, il est perçu comme agressif. Et la seule façon, c'est de se retirer au calme, c'est de s'extraire de cet environnement. Donc tu vois, t'imagines, moi je sais que ça m'arrive souvent quand j'aime bien aller bosser dans les cafés. Mais j'y vais quand il y a peu de monde, enfin aux heures de fréquentation, quand il y a des creux de la vague, parce que dès qu'il commence à y avoir du monde qui arrive et que ça discute, plus les tasses, pour un peu qu'il y ait une musique, ça me met dans un état où j'emmagasine. Alors il y a toujours un moment, il y a un degré où on absorbe sans s'en rendre compte. Puis après, ça devient conscient. Eh bien, pour un peu que je rencontre quelqu'un à ce moment-là qui me fait une remarque maladroite, ça va être l'explosion. Donc il n'y aura pas que la remarque, il y aura eu le fait que j'aurais été exposée à une surcharge sensorielle en fait. Donc voilà pourquoi c'est embêtant, quoi. En quoi c'est un problème, cette hyper émotivité, hyper sensibilité c'est que ça nous fait un quotidien difficile en fait. Et ça affecte les relations, parce que si je sens au millième degré tout ce que l'autre ne dit pas, le ton, si j'analyse tout, il y a plein de fois où je vais être en repli dans ma grotte, en suranalyse, je vais être en recul. Et ça ne facilite pas la proximité des relations en fait. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent tout très fort comme ça? Alors les neuroscientifiques expliquent que dans le cerveau des hypersensibles, il y a notamment l'amygdale et le système nerveux qui sont plus en alerte et qui réagissent plus rapidement et plus fortement aux stimuli en fait. Donc ça explique du coup cette hyper émotivité, hyper sensibilité. Et puis, nous avons une grande capacité d'empathie, ce qui fait qu'on ressent vraiment les émotions des autres, au point que des fois, on a du mal à faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui est de l'autre. Moi, je sais que des fois, je rencontre des gens et je sais ce qu'ils ressentent au fond. Et donc, comment je le sais? Parce que je l'ai en ressenti dans le corps. Donc il faut une lucidité, une clarté pour se dire « Ah, là, je suis en train de ressentir l'émotion de la personne en face, ça n'est pas la mienne. »
Et le bon test pour ça, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe quand vous quittez la personne. Normalement, l'émotion s'arrête. Voilà, ça peut durer un tout petit peu si vous avez été affecté, mais ça s'arrête. Sinon, c'est que elle devient la vôtre, en tout cas. Donc c'est ça qui nous sert à capter instantanément quand un ami va mal, par exemple, même s'il dit rien. Capter les non-dits, savoir un peu ce que l'autre pense, ressent. Donc c'est plutôt une faculté merveilleuse, parce que moi je vois, ça me permet d'être en relation très proche avec l'autre. L'empathie, ça permet de mieux comprendre l'autre, d'être capable de se mettre à sa place et d'être à même, en tout cas, si ce n'est de l'aider, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'ultime, mais au moins d'être en compréhension et en écoute de qualité. Et ça fait 70% du boulot. Quand quelqu'un va mal, la première chose dont il a besoin, c'est du réconfort, c'est de l'écoute. C'est pas forcément une solution tout de suite à son problème. Donc, c'est plutôt une qualité. En fait, vous allez voir que les émotions, c'est pareil. C'est pas les émotions, c'est pas l'émotion qui pose problème. Les émotions, ressentir des émotions, c'est être vivant. Les apathiques qui ne ressentent rien, ceux qui n'ont pas d'émotions, qui se sont coupés de leurs émotions, c'est plutôt un souci. Ce serait comme quelqu'un qui ne ressent plus rien dans ses doigts et qui a beau toucher du froid ou du chaud, ne fait pas la différence. Il pourrait se brûler, il pourrait se geler les doigts. Donc l'émotion, c'est important parce que déjà, ça nous permet de nous rendre compte qu'on est vivant et puis ça vient nous dire quelque chose. C'est un message en fait. C'est un indicateur. Et quand c'est une émotion, par exemple de tristesse, colère, etc., dans ces émotions plus down, ce sont des signaux d'alerte en fait, pour dire il se passe quelque chose là, regarde-la. Voilà. Dans la joie, c'est plus à vivre et puis à en régler l'intensité, parce que pour ne pas arriver jusqu'à l'euphorie ou en tout cas savoir canaliser. Mais les autres, sont vraiment des indicateurs. Donc, dans les grands déclencheurs de l'hyperémotivité, on vient de voir que les mots des autres sont importants, les ressentis sur une ambiance, les mauvaises nouvelles, le contextuel, l'événementiel, tout ça qui vient de l'extérieur vient nous stimuler complètement. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'environnement sensoriel. On a vu trop de bruit, trop de monde, trop de lumière, tout ça vient agrémenter, augmenter en fait la surcharge. Et puis il y a aussi la fatigue et le stress. Moi je sais que quand je suis fatiguée, je ne suis plus étanche, comme je dis, c'est-à-dire que je peux pas prendre du recul sur ce qu'on me dit. Je n'ai pas de clarté et je prends tout au premier degré. J'ai pas ces ressorts qui permettent de, quand on a une émotion forte, déjà faut prendre un tout petit temps de recul. Quelqu'un nous a dit quelque chose, hop, on attend, on regarde ça, on voit ce que ça nous fait et on vient voir ce que dit l'émotion en fait. Quand on est fatigué, on a moins de ressorts pour faire ça. Ça demande une énergie, une agilité, donc ça marche pas si on est fatigué. Si on est en stress, c'est pareil. Quand on est stressé parce qu'on a 15 000 trucs à faire, qu'on est angoissé, qu'on s'angoisse pour quelque chose, on n'arrive pas à faire ça en fait. Donc il y a quelque chose de l'ordre de ralentir, de se poser et puis de regarder tout ça en fait. Hein. Donc dans les clés que je donne souvent pour gérer les émotions, en fait, elles sont... C'est la même chose. Hein. Il y a accepter l'émotion déjà, au lieu de la refouler, parce que c'est encore pire. Hein. Je dis souvent que quand on la refoule, elle vient se nicher à l'intérieur du corps et elle va nous faire un truc quelque part, parce qu'elle a besoin de circuler, en fait, l'émotion. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde où il ne faut pas montrer, il ne faut pas ressentir...
Moi, j'ai des clientes souvent qui me disent « Oh là, ça va me donner envie de pleurer ». Et je leur dis souvent « Ben oui, so what ?» Et alors ? En plus, s'il y a un endroit où tu peux bien pleurer, c'est bien là, quoi, entre quatre murs, tranquille. Donc si vous êtes tranquille chez vous, autorisez-vous. Mais même, moi, ça m'arrive d'être très, très émue face à des personnes. Alors des fois, même en coaching, ben, je le dis. Je dis « Oh là là, ça m'émeut ». Je mets des mots dessus, j'explique. Et 1, moi, ça me fait du bien. 2, c'est comme l'autre comprend très bien, en fait, quand on met des mots dessus. Et 3, ça va même plus loin que ça. C'est que ça peut l'autoriser, lui ou elle, à aussi laisser exprimer les émotions. Donc, c'est assez puissant comme truc. Hein. Ensuite, il y a mettre des mots dessus. Une émotion, elle vient dire quelque chose. La colère, c'est un besoin qui n'est pas comblé. C'est une valeur qui a été bafouée. C'est une limite qui a été dépassée. Donc, c'est important de se dire, bon, alors, je ressens de la colère parce que, voilà, je ne me suis pas sentie respectée dans cette décision. Et c'est important parce que, déjà, ça vous permet d'aller à la rencontre de qui vous êtes, de comprendre vos modes de fonctionnement. Et de 2, pendant que vous faites ça, ça permet aussi d'atténuer l'émotion. L'émotion, ça, dans le corps, ça ne dure jamais bien longtemps, sauf si on l'entretient avec des pensées. Donc dès lors que vous allez commencer à penser différemment, ou de se dire, tiens, je le pose, oui, j'ai de la colère, mais c'est parce qu'en fait, je ne me suis pas sentie respectée dans la décision qu'a prise cette personne ce matin, eh bien... moi j'ai eu ça ce matin, donc je vous parle, c'est du vécu. J'allais déjà, c'est pas que j'allais mieux, mais en tout cas, ça avait atténué la tristesse que j'ai ressentie à ce moment-là. Au lieu d'être dans un truc nébuleux d'une émotion que je ne maîtrise pas, dont je ne sais pas ce que c'est, de comprendre que j'étais un peu triste de ne pas pas m'être sentie respectée par une amie, en l'occurrence. C'était plus clair et ça a commencé le travail d'apaisement, en fait. Donc, c'est une forme de prise de recul. En fait, quand vous faites ça, vous faites un pas en arrière. J'aime bien donner cette image-là. Comprendre l'émotion, c'est la regarder. Si tu la regardes, c'est que tu es un peu en dehors, tu es dissocié. On appelle ça en PNL. Voilà. Et après, il y a des choses qui... Donc ça, c'est géré sur le moment. Mais il y a quelque chose qui favorise l'élasticité émotionnelle. Moi, j'aime bien dire ça, l'élasticité au sens où il y a une souplesse et je peux faire des allers-retours plus facilement. Donc, du coup, sortir de là plus rapidement, c'est tout ce qui va permettre d'entretenir quelque chose de calme en moi. Dans la vidéo, je t'explique que je suis allée marcher, en fait. Et du coup, ça calme, ça apaise. Tous les mouvements du corps sont importants. Exprimer la colère en allant courir, c'est pas mal aussi. Et puis après, il y a tout ce qui est se préparer peut-être. S'il y a une situation dont vous savez que vous allez possiblement être débordé, il y a peut-être de se préparer mentalement avant. Une situation stressante, une conversation que vous allez avoir. Alors la préparation, elle est... Si c'est une conversation, elle est de contenu, de savoir un peu ce qu'on va dire. Et puis, il y a une préparation physique de... Je me mets en mode tranquille, en fait. Voilà. Et puis, alors après, il y a tout ce qui est exercice de respiration, de méditation, pratiquer yoga, qigong et tous ces arts, en fait, moi j'appelle ça des arts martiaux, mais pas que, mais toutes ces activités qui mettent du ralentissement, de la connexion au corps et qui permettent de développer, c'est comme un système immunitaire en fait. Ce qui fait que même confronté à un environnement stressant et qui aurait pu vous faire partir en vrille, et ben vous avez comme une armée à l'intérieur là qui permet de mieux réagir aussi. Voilà, donc voilà ce que je voulais te dire un peu sur l'hyper-émotivité, parce que là, on était plutôt sur les émotions. Hein, c'est pas une malédiction, hein, l'hyper-émotivité, c'est plutôt une force, parce que ça permet de ressentir plus fortement. Donc, il y a des moments, c'est intéressant, en fait, hein. Déjà, moi, quand je suis devant les films, je les vis à fond.
Et pour un peu que je sois tranquille, je suis contente quand j'ai vu même un film triste. Mais sur un film en joie, ça marche d'autant mieux aussi. J'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose, quoi, et de mieux comprendre les choses. Être en empathie et en ressenti des autres. À chaque fois que je fais ça, mes amis, mes clientes, les gens sont toujours surpris, hein, parce que j'arrive à ressentir ce qu'ils ressentent. Mais déjà, ça part très vite. Une fois que je les ai quittés, c'est fini, parce que ça ne m'appartient pas. Alors ça se travaille aussi, ça. Parce que si on a du mal et qu'on confond et qu'on ne sait pas très bien s'en débarrasser, c'est qu'il faut le bosser. Il y a des outils pour ça. Mais en plus, comme je vous le disais à un moment, c'est que ça vous permet d'être très en connexion avec les autres. Moi, j'ai des relations profondes et de qualité où on passe des moments extraordinaires. Et c'est pas toujours grave, hein. Même sur des trucs drôles, quoi. On sait qu'on va rire, je sais que la personne va rire peut-être quelques secondes avant, donc je rigole. Ça décoince des tas de choses, en fait. Donc vraiment, l'invitation, là, c'est déjà de changer de regard sur cette hyper-émotivité et de vous dire que c'est votre manière à vous d'être vivant et connecté à soi, connecté aux autres. Et je reviendrai en reparler, mais tu peux déjà aller voir tout ce que j'ai publié là-dessus, et notamment sur l'intuition. Ça permet d'être connecté hors du visible, en fait, et avoir des circuits d'information autres, très enrichissants et très rapides. Le tout, c'est d'apprendre à donc changer de regard, accueillir, du coup, pour accueillir tout ça. Et puis apprendre à peut-être... canaliser, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, faire circuler, driver ces émotions et cette intensité pour en faire vraiment une puissance, quoi, plutôt qu'un fardeau. Voilà, donc on accueille, on prend du recul, on regarde ce que ça vient de dire, on respire, on pratique une activité qui nous renforce l'immunité, en fait, émotionnelle, enfin, en tout cas, qui nous donne une élasticité, une capacité à descendre ce grand 8, en fait, et on vivra beaucoup mieux son hypersensibilité. Moi, aujourd'hui, je considère que c'est une force, une puissance. Je ne voudrais plus être autrement. Je suis contente de ce cadeau. Même si parfois c'est encore compliqué et que ça me fait vivre des émotions terribles, je suis vraiment contente. Voilà, donc je vous invite à aller tester ça, essayer des outils, va sur ma chaîne, je donne plein d'astuces partout, tout le temps. Écoute ce podcast, les autres épisodes, je donne plein de conseils pour pouvoir gérer. Et puis si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, partage cet épisode. Si tu n'es pas abonné et que tu veux savoir un peu, être au courant des prochaines sorties, abonne-toi. Et puis, comme je le dis à chaque fois, je suis toujours très heureuse de vos partages. Je prends un soin délicat à répondre à vos commentaires. Ils sont même inspirants, donc des fois je vous donne des clés supplémentaires personnalisées directement. Et puis ça m'inspire aussi, parce que quand je vois qu'on me partage quelque chose sur lequel je ne suis pas encore intervenue ou quelque chose sur lequel il faut que je revienne, je le fais volontiers. Eh bien, je vous souhaite... de bons entraînements et de développer et de renforcer votre élasticité émotionnelle. Et je vous dis à très vite.